Bonjour, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a beaucoup de docteurs sur les plateaux de télévision, sur les radios. Eh bien, nous avons décidé d'avoir aussi le nôtre, c'est Jacques Miquel. Bonjour Jacques. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire et nous avons besoin de votre expertise car nous sommes perdus. Nous sommes à Sainte-Radegonde, à quelques kilomètres de Rodez et je ne comprends pas ce qu'il y a derrière nous. Est-ce une église ou un château? Nous avons besoin de vos connaissances et de votre savoir, Jacques. C'est bien une église, mais effectivement une église particulière puisqu'elle a 3 tours, ce qui est assez exceptionnel et unique. Et si on imagine que le visiteur ou le voyageur au XVe siècle passant à proximité de Sainte-Radegonde pouvait s'interroger sur l'édifice qu'il avait devant lui. C'est la particularité de Sainte-Radegonde, c'est d'être une église fortifiée, mais particulièrement bien fortifiée au XIVe et au XVe siècle. D'accord. Est-ce qu'on peut entrer dans l'église? Vous nous direz tout, parce que je suppose qu'il y a une église en bas et autre chose en haut. Mais on va aller voir, oui. Alors Jacques, nous sommes entrés dans l'église, ça ressemble vraiment à une église, vous aviez raison. Oui, mais il n'y a pas de doute, puisque là on est dans la nef de l'église, le chœur au fond, il y a toutes les caractéristiques d'une église habituelle. Et l'aspect fortifié ici est inexistant ou très peu présent. Et cette pierre, cette dalle avec cet anneau, ce serait l'emplacement d'un puits. Puisque dans une église fortifiée, à quoi sert une église fortifiée? Elle sert de refuge à la population. Et donc, en général, il y a au moins des cheminées, enfin des refuges toujours temporaires. Et donc là, ce serait un puits qui permettrait l'approvisionnement en eau. C'est une petite église d'ici, de l'intérieur, là, elle fait un peu modeste, humble, simple. Ben, c'est une église qui a un plan très simple, c'est des églises de plan carolingien, c'est-à-dire une nef rectangulaire et à l'origine avec un chœur également rectangulaire. Donc c'est vraiment le plan le plus simple. Et souvent dans ces églises, ça a été peut-être le cas ici, mais elle a été assez remaniée, donc c'est difficile à dire. Mais à la place de la voûte que nous voyons actuellement, il y avait peut-être à l'origine un plancher. Alors nous avons une statue de Radegonde, de cette sainte. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette princesse thuringienne? On est au VIe siècle, je crois. Sainte Radegonde est vénérée à Poitiers. C'était la femme de Clotaire Ier. Et son culte est arrivé ici. Alors ça, c'est comme Sainte-Eulalie. En avant, on a 2 Sainte-Eulalie, qui est une sainte d'Espagnol, de Lérida, Sainte-Eulalie de Cernon, Sainte-Eulalie d'Olt. On se pose toujours la question de savoir comment le culte a pu arriver, s'est installé ici, à Sainte-Radegonde, ou peut-être l'église même a précédé, ça c'est difficile à dire, voire impossible, a précédé la formation du village. Par contre, sur le mur derrière, là, elle est très peu visible, mais lors de travaux de restauration, il y a plusieurs dizaines d'années, on a découvert une peinture. Puis je vais vous en faire une description rapide. Il y a 2 registres. Sur le registre du haut, ça représente le paradis terrestre, avant le paradis terrestre Adam et Ève. Et en dessous, c'est le plus intéressant, ça représente à droite un autel avec un calice, une croix patriarcale à double traverse, 2 chandeliers et surtout à gauche, des pèlerins qui viennent faire leur dévotion à Sainte-Radegonde et la remercier et en amenant donc l'objet de leur guérison, c'est-à-dire des béquilles, des jambes en cire qui sont offerts en ex-voto. Oui, parce que Sainte-Radegonde soignait la paralysie, les problèmes de motricité. Voilà, c'est ça, voilà. Monsieur Miquel, c'est un peu sommaire ici quand même, on n'y passerait pas les vacances d'été. Non, c'était même pas fait pour y rester pour de longs séjours. C'est quelque chose de très temporaire. Parce que, en période d'insécurité, en général, les habitants des villes envoyaient des guetteurs un petit peu partout aux environs pour voir s'il y avait une bande armée qui arrivait. En général, c'était souvent des cavaliers. Et prévenir le voisinage et également, à ce moment-là, venir investir ces lieux. Voilà, donc on est au premier niveau de cette série de chambres qui se trouvent au-dessus de nous. Et dans la partie basse, effectivement, il y a un décor. C'est assez surprenant. Ah oui. On a un décor peint avec, d'une seule couleur. Ce sont des carrés, oui, avec des losanges, quelque chose de très simple, qu'on retrouve en bas également, qu'on retrouve là,
et qui sont un petit peu surprenants puisqu'on ne s'attendrait pas à trouver un décor peint, même modeste, dans ce lieu. Alors Jacques, ça paraît incroyable, mais nous sommes arrivés dans la chambre du prieur. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette pièce? Eh bien, c'est la pièce là, qui bénéficie des aménagements les plus sophistiqués. Bon, l'accès actuel est assez difficile puisqu'on a construit la voûte de l'église et donc qui gêne considérablement, mais à l'origine, la porte est à moitié murée. Mais à l'origine, c'était beaucoup plus facile. Et là, on est donc pour le prieur, on avait réservé une chambre au premier niveau, donc qui était le niveau le plus facile d'accès. Un prieur, c'est celui qui s'occupe de la partie religieuse de l'église. Voilà, qui est nommé par l'évêque. Donc cette chambre bénéficie des aménagements de lieu de vie, c'est-à-dire une cheminée, une véritable fenêtre avec un cou-siège pour pouvoir s'asseoir. Donc c'est le petit banc de pierre qui est aménagé dans l'épaisseur des murs. Qu'on trouve habituellement. Ça a l'air de rien, mais ça veut dire quand même qu'on a... C'est une partie résidentielle, c'est vraiment un lieu de vie. Oui, comme dans ces lieux où il y a un enduit et qui a été occupé, même temporairement, on trouve toujours des graffitis, toujours difficiles à interpréter, mais certains sont datés, il y a des noms, il peut y avoir des croix, toutes sortes de choses. Mais il y a une série de graffitis qu'on trouve très fréquemment, qui sont des barres, des séries de barres parallèles, etc., qui ne sont pas du tout le nombre de jours qu'un prisonnier aurait passé là. Moi, je vous parlais déjà du comte de Monte Cristo, mais bon... Voilà, c'est pas du tout ça. Mais c'est tout simplement un système de comptage, parce que notamment on entreposait des céréales, des sacs de céréales, donc c'est un système de comptage. Alors Jacques, je ne sais pas pourquoi vous voulez nous arrêter ici. Vous me disiez, on est dans une échauguette. Voilà, on est au dernier niveau, à côté du clocher, la troisième tour, la plus grosse, qui supporte le clocher et qui est ceinturée tout autour par une galerie de mâchicoulis. Alors c'est quoi des mâchicoulis? Les mâchicoulis sont ce que nous avons là, ce sont le système qui permettait d'assurer la défense. Donc c'est des espaces vides. Voilà, au sommet des murs, on a des pierres en saillie qu'on appelle des corbeaux, sur lesquels on construit un parapet. Et l'espace laissé vide, ça est à proprement parler le mâchicoulis. Alors dans les mâchicoulis, on ne laisse pas tomber, on peut de l'huile bouillante. Non, après, avec l'huile des frites. Voilà, non plus l'huile des frites, ni l'huile des agis. Qu'est-ce qu'on jette? Non, alors on peut utiliser un tir avec des arbalètes. Un tir fichant, mais assez difficile. Mais sinon, ce qu'on utilise, c'est tout simplement des pierres. Et c'est ce qu'il y a de plus efficace. Et il faut imaginer qu'ici, il devait y avoir des stocks de pierres. Alors moi, quand j'étais enfant, on m'a expliqué que échauguette, c'était parce qu'on donnait des boissons chaudes à ceux qui faisaient Pas du tout. Alors c'est quoi? L'échauguette, ça vient d'un mot allemand, qui est en fait une tour en saillie, qui n'est même pas destinée à la défense, qui est destinée au guet. C'est pour faire le guet.